nous avoir rejoints. Vous le savez sans doute depuis ce matin, les primaires de l'économie auditionnent, interpellent, questionnent les candidats à la primaire Les Républicains. Vous allez avoir 12 minutes, voilà, c'est un timing un peu court, mais en même temps on peut dire l'essentiel en 12 minutes, pour synthétiser l'offre économique qui est dans votre programme. Et on sait que vous avez publié un livre qui mériterait plus de 12 minutes puisqu'il fait 1000 pages. Et ensuite, les chefs d'entreprise qui sont ici à mes côtés vous poseront des questions à partir de votre programme économique, mais aussi à partir d'un texte que 5 associations du monde de l'entreprise ont travaillé en commun, qui est résumé en 10 propositions. Donc, ils vous questionneront sur ce que vous allez nous dire maintenant, en résumant ces 1000 pages, et sur ce texte en 10 points. Vous avez la parole, Bruno Le Maire. Merci Éric Revel, merci à tous d'être là. Je vais donc me livrer à cet exercice délicat qui consiste à résumer 1001 pages, très exactement, en 12 minutes. 1001 pages avec un seul objectif que nous partageons tous, qui est de donner un travail à tous dans notre pays. 1001 pages pour vous dire que ce n'est pas le chef de l'État qui demain créera des emplois. C'est pas lui qui va aller chercher la croissance avec les dents. Ce genre de promesses, l'inversion de la courbe du chômage, aller chercher la croissance avec les dents, on les a eus, on a vu ce que ça a donné. Ceux qui créeront les emplois de demain, ceux qui créeront la prospérité de demain en France, c'est vous qui êtes ici. Chefs d'entreprise, de petites entreprises ou d'entreprises de taille intermédiaire, c'est vous qui demain créerez les emplois dont nous avons besoin. Donc mon projet ne vise qu'à une seule chose. Vous donner demain l'environnement en France le plus favorable possible pour que vous puissiez créer les emplois dont nous avons besoin et pour mettre fin à ce scandale français, 6 millions de chômeurs, un jeune sur 4 qui cherche désespérément un emploi dans notre pays. Un environnement favorable, c'est quoi à mes yeux? C'est d'abord un environnement fiscal. Et vous verrez dans les propositions que je fais dans mon contrat présidentiel, elles sont précises, elles sont chiffrées, elles sont documentées. Vous trouverez des propositions fiscales qui doivent permettre à la France d'être un des pays européens les plus attractifs pour vous les entrepreneurs et pour les investisseurs étrangers. Nous ramènerons la fiscalité du capital, plus-value et dividendes à 25%, taux unique, auquel il faut rajouter une CSG que je rabaisse à 6%. Nous supprimerons l'ISF, parce que j'estime que l'ISF est un repoussoir pour beaucoup de personnes qui veulent réussir dans notre pays et qui pourraient y créer des richesses et des emplois. Nous transformerons le CICE en baisse de charges, tout simplement parce que le travail est trop cher aujourd'hui en France pour que vous puissiez embaucher. Et si on est tout à fait précis, comme je sais que, en transformant le CICE en allègement de charges, on risque d'élargir la base fiscale, la transformation nous amènera à passer de 20 milliards d'euros de baisse de charges à 25 milliards d'euros de baisse de charges pour qu'il n'y ait aucune perte pour aucun d'entre vous dans cette baisse des charges qui est indispensable pour créer du travail. Ces dispositions fiscales, elles doivent être stables. Parce que rien n'est plus préjudiciable à vos investissements, à votre innovation, que d'avoir des changements fiscaux toutes les 5 minutes. Or, d'expérience, dès que l'on arrive au pouvoir, la tentation d'aller transformer les systèmes fiscaux, de jongler avec tel taux ou avec telle mesure, fait partie des habitudes néfastes du pouvoir politique en France. Nous inscrirons donc le principe de stabilité fiscale dans la Constitution pour que vous ayez la garantie que cette stabilité fiscale ne soit pas remise en cause et que sur l'ISF, comme sur la taxation du capital, comme sur le CICE transformé en baisse de charges, il n'y ait absolument aucune modification. S'agissant de l'IS, nous le baisserons pour favoriser une harmonisation fiscale européenne que nous commencerons par construire avec nos amis allemands, avec un objectif, éviter que le dumping fiscal continue de se développer en Europe et dans la zone euro, comme c'est le cas actuellement, avec un certain nombre d'États comme l'Irlande. Et il faut engager le bras de fer pour mettre fin à ce dumping fiscal, car on ne peut pas avoir une monnaie unique et des taux d'IS aussi différents d'un pays à l'autre. Voilà le premier volet, la fiscalité. Le deuxième volet, c'est tout ce qui a trait au marché du travail. Il faut simplifier le droit du travail dans notre pays. Simplifier les normes, simplifier les règles. On pourrait rentrer dans le détail, je vous donne juste quelques grandes orientations.
Vous proposez un contrat de travail unique. Moi, je vous propose, en première étape, de supprimer l'ensemble des CDD qui existent aujourd'hui et de les remplacer par un contrat à objectif déterminé, qui aura une durée de 3 ans, que vous pourrez renouveler 5 fois sur les 3 ans. Pour pouvoir garder un salarié que vous avez embauché, même s'il n'y a pas de carnet de commande suffisamment prévisible, vous pourrez garder ce salarié, renouveler 5 fois le CDD, et en même temps, pour que le salarié ne perde pas tout, on augmentera la prime de précarité que touche le salarié à chaque renouvellement pour qu'il soit amené progressivement vers un CDI. C'est ce qu'a fait Matteo Renzi en Italie et ça fonctionne. Toujours sur le marché du travail. Il paraît indispensable de simplifier un certain nombre de règles qui sont trop contraignantes. Prenez les seuils sociaux. Ce seuil social de 10 salariés qui vous oblige à avoir un délégué syndical. Si vous voulez que ce seuil soit facultatif, moi il me semble que c'est la voie à suivre. Si les salariés veulent absolument un délégué syndical et l'exigent, créons un délégué syndical. S'ils n'en veulent pas, ça doit être facultatif pour les entrepreneurs. Le seuil de 50 salariés doit être relevé à 250, comme les textes européens le prévoient. Je ne vois pas pourquoi en France, on aurait un seuil à 50 salariés alors qu'on peut le pousser à 250 et les 3 instances existantes doivent être remplacées par une instance unique. Aucun passage devant les prud'hommes ne doit pouvoir menacer la survie de votre entreprise. Et donc nous plafonnerons les indemnités prud'homales pour que s'il y a un conflit, bien entendu il y a une indemnité pour le salarié, mais que jamais cette indemnité ne puisse remettre en cause la survie de votre entreprise parce qu'elle serait trop élevée par rapport à ce que l'entreprise peut payer. Enfin, toujours sur le droit du travail. Et parce que je crois fondamentalement que cet objectif d'avoir un travail pour tous dans notre pays est le seul objectif qui peut rassembler notre pays. Et quand on voit 50 000 chômeurs supplémentaires ce mois-ci, et depuis des années, toujours le même traitement social du chômage, il y a de quoi se révolter sur les politiques publiques qui sont conduites. Moi, je préfère dire à une personne qui est très éloignée de l'emploi, qui a été cassée par la vie, qui a des difficultés personnelles, on ne vous laissera pas avec un chèque pour se donner bonne conscience. On se battra pour vous donner un emploi. Vous n'êtes pas employable tout de suite dans un CDI au niveau du SMIC, eh bien on vous donnera la possibilité d'avoir un emploi rémunéré en dessous du SMIC, 20 heures par semaine pour une durée d'1 an. Et vous pourrez embaucher, vous entrepreneurs. Et je sais que vous aurez à cœur de le faire. Des personnes qu'on a éloignées de l'emploi, à qui on a renoncé de donner un travail parce qu'on estime que de toute façon pour elles, c'est fichu. Les emplois rebonds sont la garantie que personne ne sera laissé de côté sur le marché du travail en France et que nous nous battrons pour que chacun puisse retrouver un emploi. Toujours sur le marché du travail, il va de soi aussi qu'il faut mieux accompagner les demandeurs d'emploi. La dégressivité des allocations chômage que je propose depuis 2011, contre ma propre famille politique, ça m'a valu d'être dégagé du projet présidentiel de 2012. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, certains reprennent à leur compte cette idée de la dégressivité des allocations chômage pour inciter un retour à l'emploi plus rapide et surtout permettre de mieux accompagner le demandeur d'emploi dès qu'il a perdu le travail. Parce que chacun sait que plus longtemps on s'éloigne du marché de l'emploi, plus retrouver un emploi est difficile. Enfin, je tire les conséquences de ce qu'est la réalité quotidienne des Français. Quand ils cherchent un travail aujourd'hui, ils ne vont pas à Pôle emploi. Parce qu'ils savent que Pôle emploi ne leur permettra pas de trouver le travail, l'accompagnement personnel, la qualification dont ils ont besoin. Nous privatiserons donc Pôle emploi pour confier aux associations, aux sites internet, aux entreprises privées, la responsabilité de donner un travail à ceux qui le cherchent en leur apportant l'accompagnement personnalisé dont ils ont besoin. Le troisième volet qui est essentiel et que peut-être ce qui distingue le plus mon projet des autres projets présidentiels, c'est tout ce qui a trait à la formation et à l'éducation de nos enfants. Tout ce que je propose sur la fiscalité, sur le droit du travail, sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, sera de l'eau dans du sable si nous ne transformons pas totalement notre système éducatif français qui est en faillite, si nous ne lui permettons pas de valoriser davantage la voie professionnelle, l'apprentissage, l'alternance. Je propose de supprimer le collège unique et de le remplacer par un collège diversifié, avec dès la 6e des options professionnelles pour tous les enfants qui le souhaitent, pour qu'ils puissent découvrir leurs talents, s'épanouir au collège, plutôt qu'être condamnés à suivre une voie pour laquelle ils ne sont pas faits. Je propose de fusionner les lycées professionnels et les centres de formation des apprentis pour en faire des écoles de métiers aussi prestigieuses que les grandes écoles, dont l'objectif sera simple. À la sortie de ces écoles de métiers, 100% des jeunes doivent trouver un travail.
Et pour garantir que cet objectif ne soit pas une illusion comme la plupart des promesses politiques qu'on peut entendre ici ou là, les écoles de métiers seront placées sous la direction des régions avec votre participation à vous, entrepreneurs, pour que dans chaque région, on ait les qualifications et les formations qui correspondent aux métiers que vous pouvez offrir sur les territoires. Sur le volet formation, la révolution digitale, la révolution robotique, elle amène beaucoup de salariés à se poser des questions sur leur avenir, ce qu'ils pourront devenir. Est-ce qu'ils ne vont pas être broyés par ces révolutions? Tous les salariés, notamment les moins qualifiés, se sentent inquiets devant ces révolutions-là. Eh bien, je souhaite que l'on puisse donner à ceux qui sont les moins qualifiés dans notre pays la chance de suivre les meilleures formations pour gagner en qualification. La montée en qualification de tous les salariés en France est probablement l'un des défis les plus importants pour faire face aux révolutions technologiques auxquelles nous sommes confrontés. Pour parvenir à cet objectif, je vous propose de retirer la gestion des fonds de la formation professionnelle aux syndicats pour les confier sous forme de compte personnel libellé en euros et plus en heures à chaque salarié avec un abondement qui sera fonction du niveau de qualification. Moins vous êtes qualifié, plus vous avez d'argent sur votre compte formation personnalisée. Enfin, quatrième volet, l'innovation. Il est indispensable de vous permettre à vous d'être les entrepreneurs les plus innovants en Europe, d'être ceux qui cherchent, ceux qui trouvent, ceux qui proposent les produits toujours plus innovants, avec le plus grand nombre de technologies dans ces produits que vous allez vendre et exporter. Je propose donc de remplacer le principe de précaution dans la Constitution par un principe d'innovation, de façon à vous permettre de rester les leaders en matière d'innovation et de recherche. Je propose de transformer totalement le système de la recherche en France en demandant aux chercheurs du CNRS et des autres instituts de recherche de quitter ces centres pour être replacés dans les universités pour qu'elles gagnent en niveau de recherche et qu'elles restent au meilleur niveau mondial en termes de qualification, en termes de formation et en termes de recherche. Voilà les 4 grands volets qui doivent nous permettre de vous offrir, à vous, entrepreneurs, la possibilité d'investir, de créer des emplois et de la richesse dans notre pays. Une fiscalité stable et plus attractive, un droit du travail plus simple et plus souple, l'innovation plutôt que la précaution, la meilleure formation possible et la transformation complète du système éducatif, voilà ce que je vous propose. J'ajoute 2 mots. L'un pour vous dire que ce contrat de 1001 pages est peut-être indigeste, mais au moins il est crédible. Il est chiffré, il est précis, il y a une méthode de mise en œuvre. Avec moi, on sait où on va et on sait comment on y va. Pas de promesses en l'air, pas de slogan, pas d'illusion. Un vrai cap qui est clair avec un objectif, un travail pour tous. Un dernier mot enfin pour vous remercier, vous. L'ère des technocrates, et j'en ai été un, doit finir en France à partir de 2017. À partir de 2017, c'est l'ère des entrepreneurs qui doit s'ouvrir. Celle où l'administration est mise à votre service et pas là pour vous contrôler, pour vous gêner ou pour vous mettre des bâtons dans les roues. Celle où chaque entrepreneur peut bénéficier des fruits du risque qu'il a pris en investissant dans son entreprise. Celle des entrepreneurs qui innovent, qui sont à la pointe de ce qu'est notre propre génie français, un génie créatif. C'est vous qui allez redresser notre pays. Vous, entrepreneurs. Moi, demain, chef de l'État, je suis là avant tout pour vous offrir l'environnement le plus favorable au redressement du pays dont vous serez les premiers responsables. Merci à tous. Merci Bruno Le Maire. Installez-vous, je vous en prie. Alors avant de donner la parole aux chefs d'entreprise et aux chefs qui sont là à mes côtés, vous avez réussi un tour de force. En 12 minutes, vous avez, je pense de manière assez synthétique et complète, la copie est complète, résumé votre programme économique. 12 minutes tour de force, mais Bruno Le Maire, il vous faudrait combien de temps pour mettre en place un programme aussi roboratif? Vous voyez, 12 minutes et le temps qu'il vous faudra. Il faut aller très vite au départ pour redonner immédiatement un élan économique à la création d'emplois et de richesses dans notre pays. Je propose donc de passer par les ordonnances entre juillet et septembre 2017 pour que toutes les dispositions fiscales, de droit du travail,
La réforme des retraites aussi, c'est un autre sujet, mais ça fait partie des sujets essentiels pour réduire la dépense publique. Pour que, immédiatement, on sente qu'un nouvel élan est donné. Je dis bien élan et pas choc. L'élan, c'est ce qui crée un mouvement de long terme. Le choc, c'est ce qui crée de la brutalité, et la France n'a pas besoin de brutalité. Ensuite, il ne faut pas exclure des mesures exceptionnelles. Il y en a une à laquelle je tiens beaucoup, c'est celle entre le 1er septembre 2017 et le 31 janvier 2018 qui permettra à toute petite entreprise de moins de 10 salariés d'embaucher un salarié entre 1 SMIC et 2,5 SMIC sans aucune charge patronale pour une durée d'1 an. Vous l'embauchez, il vous coûte 1 200 € si vous le payez 1 200 €, 2 000 € si vous le payez 2 000 €. Indispensable pour là aussi donner un élan aux très petites entreprises. Enfin, troisième chose, je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs qui doivent pouvoir immédiatement créer des emplois. Je pense par exemple au bâtiment. Je propose qu'on supprime la loi mise en place par Cécile Duflot qui a empêché la création de logements dans notre pays. Je propose qu'on revienne sur l'obligation des 20% de logements sociaux qui s'appliquent à toutes les communes de manière uniforme dans notre pays pour inciter à la création de logements en France. Et je le dis devant mes amis parlementaires et maires qui me soutiennent, Franck Riester et Olivier Carré, qui sont maires tous les deux, lors de la Rodière, connaît bien le sujet également. Il faut aller vite pour donner cet élan. J'ajoute un point. D'autres chantiers prendront plus de temps. Et le renouveau, pour moi, c'est une décennie de renouveau. Le chantier éducatif, la transformation de la culture éducative en France. Pour passer d'un système où droite et gauche confondus, on a expliqué que le Graal absolu, c'était la voie générale et le diplôme universitaire. Un système éducatif dans lequel on va reconnaître le talent de chacun, la valeur de chacun, où on va transformer totalement les lycées professionnels, les CFA, le collège unique. Ça, pour le coup, c'est une affaire de 10 ans. Et il ne faut pas hésiter à dire qu'en politique, il y a ce qui se fait tout de suite parce que c'est indispensable, et il y a ce qui se prend plus de temps parce que c'est des révolutions culturelles qui s'inscrivent dans le temps long. Corinne, je vous propose de poser votre première question à Bruno Le Maire. Vous vous présentez, vous donnez évidemment l'activité qui est la vôtre, vous la définissez, et vous engagez le débat avec Bruno Le Maire. Merci. Merci. Corinne Lebovitch, donc au nom de l'Axel, dans les 5 associations ici présentes aujourd'hui, et par ailleurs directeur général d'une entreprise qui s'appelle PrestaShop et qui est un des leaders en Europe du e-commerce. Nous fournissons un logiciel qui permet à tout un chacun de se lancer et de réussir dans le e-commerce. Donc au contact des PME et des TPE dans mon quotidien de chef d'entreprise. Vous avez parlé de l'innovation. À la fin de votre discours, vous avez parlé du génie créatif français et de l'innovation en disant qu'il faut qu'on puisse proposer des produits innovants qui comprennent de l'innovation technologique. Nous avons un mécanisme dans ce pays qui fonctionne plutôt bien, qui s'appelle le CIR, qui est assez ancien, dont les entreprises digitales profitent. Mais on a aujourd'hui un petit peu changé d'époque et l'innovation, ça n'est plus seulement l'innovation de nos chercheurs, dont vous avez également et que vous avez également évoqué. Et aujourd'hui, le CIR, il est beaucoup réservé à l'innovation dite de recherche, sans que on comprenne toujours très bien où commence et où s'arrête la recherche. En revanche, elle ne comprend pas les produits dont vous avez également parlé. Elle ne comprend pas l'innovation d'usage. Elle ne comprend pas l'innovation qui nous permet d'aller très vite, dans un monde qui va très vite, lancer de nouveaux produits, de nouveaux services à base de technologie. Donc aujourd'hui, ce CIR, il a atteint peut-être ses limites. En tout cas, c'est une des propositions qu'on aimerait que vous regardiez aujourd'hui. Et en plus d'avoir atteint peut-être ses limites en termes d'innovation, il est un peu lourd à gérer, ma foi. Vous disiez aussi, ce serait bien que les TPE, PME puissent, aujourd'hui, monter un dossier de CIR, comment vous dire si on a un peu de sous, on prend un consultant, parce qu'on sait que ça va être bien fait. Si on a beaucoup de courage... Donc pardonnez-moi, madame, votre question, pardonnez-moi de vous presser un peu. Ces limites actuelles du CIR, comment pourriez-vous nous aider à y réfléchir ou à regarder les propositions qu'on fait pour élargir ce CIR, pour en faire un instrument de transformation digitale plus large? Alors, je suis tout à fait prêt à regarder avec vous, Corinne, comment est-ce que l'on peut élargir le CIR qui fonctionne bien par ailleurs, qui est un bon outil, c'est un des outils fiscaux qui marche, et surtout le simplifier. La simplification des règles administratives doit être une règle absolue pour le prochain quinquennat et pour la prochaine majorité. J'ajoute un mot sur le financement de l'innovation. Parce que l'innovation, ça coûte cher. Et le crédit impôt recherche n'est pas la seule solution.
Je pense que nous comptons trop en France sur le seul financement bancaire. Et qu'il faut être capable, notamment pour les petites entreprises, mais aussi pour les ETI, d'envisager d'autres formes de financement. Et vous verrez dans le projet que je présente, dans ce contrat présidentiel, qu'il y a d'autres formes de financement que j'envisage pour favoriser justement l'innovation. Je pense qu'il peut être intéressant de prévoir, c'est une des propositions que je fais, une défiscalisation sur votre impôt sur le revenu quand vous investissez directement dans une start-up, dans une PME, dans une entreprise. Vous investissez, on vous prévoit une défiscalisation sur votre impôt sur le revenu. C'est une des sources de financement que je propose. Deuxième source de financement, le financement d'entreprise à entreprise. Je ne vois pas pourquoi, en France, on se prive de cette possibilité de financer d'une entreprise à l'autre pour justement favoriser l'innovation. Enfin, je crois beaucoup aussi au développement du crowdfunding. Je pense que ça peut être un outil intéressant. C'est ces trois outils, l'impôt sur le revenu et la défiscalisation qui va avec, le crowdfunding, le prêt d'entreprise à entreprise, qui me paraissent intéressants pour compléter le financement de l'innovation au-delà des seuls crédits bancaires. Laurent. Laurent Vronsky, je suis industriel. Je dirige l'entreprise Hervor, qui est le dernier fabricant français de compresseurs d'air. Nous avons une usine à Argenteuil et nous exportons 90% de notre production. Et je suis également membre du comité directeur de Croissance Plus. Alors je dois vous avouer un péché, je n'ai pas lu les 1001 pages, parce que si je lis une page par nuit, il me faut 1001 nuits. Mais par contre, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de propositions. Alors moi, je vais vous dire, je dis bravo, formidable, il y a plein de bonnes choses. Je ne veux pas dire que tout y est, mais vraiment, j'ai été impressionné. Mais moi, j'ai une question. Nous nous remettons à peine du grand Barnum El Khomri, où on a fait passer une loi où il y avait, je dirais, des intentions favorables à l'entreprise. Mais c'était un début. Et vous avez vu le cirque. Moi, ma question est simple. Comment allez-vous faire pour mettre en œuvre, allez, je vais dire 25% de vos propositions, sans mettre le pays à feu et à sang, sans avoir les camionneurs qui bloquent les péages, sans avoir, je veux dire, que les syndicalistes qui bloquent les centrales, etc. C'est ma question. C'est le discours de la méthode. Nous sommes des managers. Donc, sur la partie réflexion, bravo. Maintenant, sur la mise en œuvre, comment fait-on? Merci de poser cette question, Laurent. C'est la question majeure. C'est celle à laquelle je pense tous les matins en me rasant. C'est pas forcément la question à laquelle vous pensez. C'est pas comment prendre le pouvoir. C'est comment réussir au pouvoir. Je trouve que c'est trop simple de se dire, tiens, on va avancer tel slogan, telle proposition, telle provocation, telle caricature. Comme ça me fera des électeurs, puis je prendrai le pouvoir. Puis une fois que j'aurai le pouvoir, je verrai bien ce que j'en fais. Mon objectif, c'est de réussir mon quinquennat. De le réussir avec tous ceux qui ont travaillé avec moi, les parlementaires, les élus locaux, les chefs d'entreprise qui ont participé à ce projet. Réussir son quinquennat. Réussir ses engagements politiques. Voilà mon objectif. La première réponse, c'est le contrat présidentiel. Oui, il fait 1001 pages, il est un petit peu long à lire. Peut-être le proustien en moi qui s'est réveillé, qui tout d'un coup s'est dit plus c'est long, mieux c'est. Mais c'est surtout un gage de crédibilité. C'est précis, c'est chiffré, c'est documenté. On sait où on va. La deuxième chose, c'est que les propositions, j'en ai parlé avec un certain nombre de responsables syndicaux, pas tous, mais un grand nombre de responsables syndicaux avant. J'en ai dit, mais apportez vos propositions, apportez vos corrections. Parce que pour moi, la démocratie, c'est simple. C'est le respect de la voix de la majorité. C'est pas la tyrannie des minorités. Une fois que la majorité des Français s'est prononcée sur ce contrat présidentiel, qui est clair, transparent, précis, eh bien, il s'applique. On ne renégocie pas au lendemain de son élection le contrat qui a été voté par les Français. C'est la majorité qui s'impose, pas les minorités. La troisième chose qui garantit la mise en œuvre, c'est que j'ai fait très attention à ce que les propositions soient justes. Qu'on ne franchisse pas la ligne rouge qui fait que tout d'un coup on bascule dans l'injustice. Prenez la suppression des régimes spéciaux de retraite. Oui, je compte le faire. Mais il est évident qu'un cheminot qui part à la retraite à 52 ans, je ne vais pas lui dire, sitôt que je suis élu, c'est fini pour toi ton régime spécial, tu reviens au régime général, et avec moi ce sera 65 ans, ça passera jamais, on va bloquer tout le pays, il n'y aura plus un train qui démarrera, et on sera obligé de reculer. On a déjà connu ça. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. En revanche, tout nouveau cheminot qui rentrera à la SNCF, on lui dira, bah, désormais, la nouvelle règle, c'est qu'il n'y a plus de régime spécial, et que tu pars à la retraite à 65 ans. Les fonctionnaires, c'est très joli d'aller expliquer que les fonctionnaires vont travailler 39 heures, payés 35. Sur le papier, c'est formidable, c'est cool, c'est fort, c'est puissant. Mais c'est tellement injuste.
Comment est-ce qu'on va aller expliquer à une infirmière qui travaille 35 heures par semaine, qui sacrifie 2 week-ends par mois, qui travaille dans des conditions souvent difficiles, qui a une charge humaine qui est lourde et une charge technique de plus en plus importante parce que la gestion des médicaments est de plus en plus lourde. Ah ben vous touchez 1 400 € net par mois, si demain je suis élu, ce sera 4 heures de travail en plus par mois et vous continuerez à toucher 1 400 € net. La justice, c'est la clé de l'applicabilité d'un projet. Troisième chose, il faut évidemment transformer le syndicalisme dans notre pays. Moi, je crois au syndicalisme. Mais je vais vous dire à quel syndicalisme je crois. Je crois aux syndicats de salariés. Je crois aux représentants du personnel qui essayent d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise, de défendre les intérêts des salariés, qui disent, voilà, telle employée, elle a 2 enfants, elle est en poste à 7h30, elle ne peut pas faire garder ses enfants, est-ce qu'on pourrait déplacer le poste à 8h30 ? Ça, je trouve ça formidable. Mais lorsque le syndicalisme de salariés se transforme en syndicalisme politique, là, c'est inacceptable. Lorsque le droit de grève se transforme en droit de bloquer le pays, là, c'est inacceptable. Lorsque des syndicats prennent position dans une élection présidentielle, ce n'est pas leur rôle. Lorsqu'ils publient des affiches contre les forces de l'ordre, ce n'est pas leur rôle. Je veux mettre fin au monopole syndical qui date de 1946, parce qu'on est en 2016 et qu'on peut peut-être regarder devant nous. On laissera chaque salarié libre de se présenter au premier tour des élections professionnelles. Avant de passer... Un tout dernier mot, Éric, parce que c'est, comme j'étais très respectueux des 12 minutes, et que la question que pose Laurent est absolument fondamentale, je veux juste terminer sur les obligations que je donne à l'administration. Nous mettrons en place, à la présidence de la République, une équipe de suivi du contrat présidentiel, sur le modèle de la Delivery Unit qui existe en Grande-Bretagne, chez le Premier ministre britannique, qui n'aura qu'un seul objectif, vérifier que le contrat est réellement mis en œuvre. On fixera des objectifs aux directeurs d'administration centrale. Ceux qui atteignent leurs objectifs de réduction de la dépense et de réduction des emplois publics seront maintenus, les autres seront remplacés. Donc oui, il y a une méthode, parce que je pense que la méthode de gouvernement est probablement aussi importante que les propositions qu'on avance. Avant de donner la parole à Jean-David, vous avez donné une information importante, pour moi en tout cas, sur laquelle j'aimerais peut-être que vous apportiez quelques précisions. Vous avez répondu à une question sur la méthode, en disant que finalement vous aviez testé un certain nombre des propositions que vous faites dans votre programme auprès des syndicats. C'est ce que vous avez dit assez clairement tout à l'heure. Est-ce que cela veut dire que un certain nombre de réformes que vous proposez et lesquelles sont d'ores et déjà, sinon admises, en tout cas connues des partenaires sociaux? Alors vous dire que la majorité des réformes enthousiasment les syndicats que j'ai consultés, ce serait vous mentir. Mais je pense qu'ils apprécient la méthode qui consiste à jouer franc jeu, à expliquer clairement ce que l'on fera avant. Ensuite, il y a des propositions qui ont été inspirées par des syndicats. Prenez la pénibilité au travail. Moi, je considère que le compte pénibilité, quand on regarde attentivement, c'est une vraie usine à gaz. Mais qu'on tienne vraiment compte de la situation du salarié, qu'on puisse prévenir davantage les troubles musculo-squelettiques, les accidents du travail, avec une politique de prévention beaucoup plus offensive, ça me paraît une bonne idée. Elle m'a été proposée par un syndicat, elle est retenue dans mon contrat présidentiel. Enfin, troisième chose, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure parce que ça me paraît absolument essentiel. Notre démocratie meurt de ne pas respecter les règles fondamentales de la démocratie. Et la règle fondamentale de la démocratie, c'est que la majorité l'emporte sur les minorités. Que ce qui a été voté par une partie du peuple s'applique. Et qu'on ne renégocie pas au lendemain de son élection ce sur quoi on a été élu. Sinon, le pays n'avance pas. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, quinquennat après quinquennat. On ne tient pas parole. On se fait élire par le peuple de droite et on ouvre à gauche. Comment voulez-vous que les électeurs s'y retrouvent? On propose de baisser les déficits, de réduire les impôts, et on augmente les impôts, et on ne baisse pas les déficits. Et à un moment donné, il faut se demander pourquoi est-ce que les partis extrêmes dans notre pays atteignent des scores aussi élevés. Tout simplement parce qu'on ment aux gens et qu'on trahit ses promesses. Jean-David, votre question à Bruno Le Maire. Bonjour, Jean-David Chamberedon, président du fonds d'investissement Isaïe, qui investit dans l'Internet, et coprésident de France Digital. J'ai une petite question et une grosse question. La petite question, elle est très simple, mais c'est en rebond à ce que vous venez de dire sur la majorité, la minorité doit se plier à la majorité. Vous souhaitez supprimer l'ISF. Je pense que dans cette salle, il y a pas mal de gens qui sont convaincus de la toxicité de cet impôt. La toxicité vraiment très importante à la fois pour les entreprises familiales et les start-up. Mais 70% des Français sont contre.
Donc la majorité est contre. Donc comment on fait pour vendre aux Français le fait qu'il faut supprimer l'ISF? C'est ma petite question. Et puis je vous pose ma grosse question après, en même temps. Vous voulez ubériser Pôle emploi. Alors je sais pas si vous l'avez appelé comme ça, mais en fait quand j'ai lu votre papier, votre proposition sur Pôle emploi, ça s'appelle ubériser Pôle emploi. On peut appeler ça plateformiser Pôle emploi. En fait, on assiste à une plateformisation de l'économie qui donne lieu à l'émergence d'une possibilité énorme d'emplois indépendants avec des risques juridiques de type requalification en salariat et avec des problèmes de protection ou de statut pour ces micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs. Quelles sont vos propositions en la matière? Voilà, une grosse et une petite question. Si vous me permettez, c'est quand même deux grosses questions. Parce que la première n'est pas si simple que ça. Je vais commencer par la deuxième. Je considère qu'effectivement, cette ubérisation de la société, tous les risques de requalification dont vous parlez, doivent nous amener à attacher les droits à l'individu plutôt qu'à une catégorie de la population. Et l'un des défis majeurs de la société de demain, c'est d'attacher des droits à une personne et pas à une catégorie de population. C'est de traiter personnellement chaque demandeur d'emploi, c'est ma proposition sur Pôle emploi, plutôt que de les traiter catégorie par catégorie. C'est utiliser les ressources de la révolution digitale pour arriver à croiser les fichiers et dire à une personne qui cherche un emploi, et ça les associations le font très bien, certains sites internet le font très bien, certaines entreprises le font très bien, de vous dire, tiens, vous êtes boulanger à Clermont-Ferrand, vous cherchez un emploi, ça fait 2 ans que vous cherchez, eh bien on va regarder votre qualification, votre âge, votre situation personnelle, les emprunts que vous avez sur le dos. Et on va calculer votre taux d'employabilité en fonction de ces différents paramètres. Et on va vous dire, voilà, si vous restez à Clermont-Ferrand, que vous ne prenez pas une nouvelle formation, qu'en plus de votre formation de boulanger, vous ne prenez pas une formation de pâtissier, vous n'y arriverez pas. Donc on va vous prévoir cette formation, cette qualification, vous accompagner, vous encourager à aller vers un autre métier, et vous en retrouverez un. Personnalisation de l'accompagnement de chaque demandeur d'emploi, personnalisation des droits. Pour moi, c'est ce vers quoi doit nous amener la révolution digitale que l'on vit aujourd'hui. Ensuite, sur l'ISF, c'est très compliqué. C'est aussi compliqué que la révolution que je propose en matière éducative. C'est très compliqué d'aller expliquer aux Français, écoutez, si depuis 30 ans, un jeune de moins de 25 ans sur 4 est au chômage, c'est pour une raison qui est simple. Notre modèle culturel et éducatif est une faillite totale. Il convient à une partie des Français, et puis il y a toute une autre partie des jeunes qui est éliminée. Donc il faut arrêter avec la religion du diplôme et avoir celle du talent, du métier, de l'emploi. Mais c'est très compliqué à expliquer. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, un jeune qui va en 3e et qu'on oriente dans le lycée professionnel, ben quasiment tous ses enseignants lui disent c'est une catastrophe, il faut éviter ça, c'est une relégation. On sait bien que les lycées pro aujourd'hui ne sont pas dans une situation très favorable. On sait bien que la moitié des étudiants qui sont en lycée pro n'ont même pas de contrat d'alternance. Enfin, vous imaginez l'injustice de ce système-là. Donc c'est une révolution culturelle. Et c'est la même chose pour l'ISF. Aller expliquer que le risque doit être valorisé, que celui qui a réussi à se constituer un patrimoine important, c'est qu'il a pris des risques au départ. C'est une vraie philosophie à expliquer et à défendre. Faire comprendre que c'est bon pour l'investissement, que c'est bon pour faire revenir aussi des dizaines de milliers de Français qui sont partis en Belgique, à Londres ou ailleurs, et qu'on a tout intérêt à faire revenir en France tous les talents, quels qu'ils soient, que c'est l'intérêt collectif et l'intérêt général de faire revenir tous ces talents. Ben moi, je suis prêt à l'expliquer. C'est pas populaire. Et je peux vous garantir que lorsque vous êtes dans des salles de meeting, y compris des meetings des Républicains, et que vous dites que vous allez supprimer l'ISF, il n'y a pas un tonnerre d'applaudissements. Mais Bruno Le Maire, justement... Et ça vaut le coup de livrer ce combat parce que c'est un vrai combat. Sur cette question de la suppression de l'ISF, tous les candidats, à part une pour l'instant, à la primaire républicain, sont pour le supprimer. On est dans un pays où l'histoire a beaucoup marqué les esprits. On cite souvent ici De Gaulle. Et puis l'épopée napoléonienne, qu'on soit républicain ou pas, continue d'alimenter le fantasme de la France grande. Or, Napoléon... L'empereur, c'est celui qui dénonçait la Grande-Bretagne qui s'enrichissait après la révolution industrielle en disant « c'est une nation de boutiquiers ». Vous voyez, déjà à cette époque, on montrait ceux, finalement, qui s'enrichissaient comme des gens qui n'étaient pas fréquentables versus une culture que la France porterait des droits de l'homme et de l'universalisme.
Et la question est centrale, parce que dire qu'on va supprimer l'ISF quand on est un candidat à la primaire Les Républicains de droite et du centre, ça paraît élémentaire. Mais comment, pédagogiquement, faire comprendre aux gens que ce n'est pas une façon de favoriser les riches, mais c'est une façon de favoriser l'investissement qui favorisera l'emploi, y compris des plus nécessiteux. Quelle société est-ce que nous voulons demain? C'est ça la question qui se pose dans l'élection présidentielle. Qu'est-ce que nous voulons construire comme France demain? J'ai une source d'inspiration qui est la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle est absolument exceptionnelle, de créativité, d'inventivité. Quand vous voyez dans les Fab Labs ce qui se passe, mais enfin je sais pas, moi à leur âge, à 25 ans, j'avais pas l'habitude de faire travailler ensemble un spécialiste de mécanique industrielle, avec un ingénieur, avec un spécialiste du code, avec un tapissier. Et le tapissier va s'inspirer de ce que fait le codeur, ou s'inspirer de ce que fait le mécanicien industriel pour améliorer la façon dont il fait de la tapisserie sur ses chaises. C'est exceptionnel. Ils ont fait tomber les murs. Toute cette jeune génération fait tomber les murs et fait tomber les cloisons et arrête d'opposer les uns aux autres en fonction de leur talent, de leur origine sociale, de leur couleur de peau. Ben, c'est de ça qu'il faut s'inspirer. Arrêtons d'opposer les pauvres et les riches en disant que si on ponctionne à mort les riches, ça ira mieux pour les pauvres. Arrêtons d'opposer les très petites entreprises et les grandes. On a intérêt à ce que les grandes entreprises se portent bien pour qu'elles puissent passer commande aux sous-traitants et aux petites entreprises. Arrêtons d'opposer administration, fonctionnaires et agents du privé et salariés du privé. Et si on veut éviter que ces oppositions, c'est très simple, on doit remettre de la justice et de l'équité. On doit aligner les règles de cotisation des agents du service public sur le service privé. On doit remettre des jours de carence aux fonctionnaires parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait pour les salariés du privé et qu'il n'y en ait pas pour les agents de la fonction publique. On doit supprimer les régimes spéciaux de retraite. On doit remettre de la justice et de l'équité pour faire tomber les murs entre les Français. La société de demain, 1789, c'est très bien. Napoléon Bonaparte, c'est très bien et ça peut être une source d'inspiration. Mais je pense que la société vers laquelle on va est une société dans laquelle les cloisons doivent tomber. Ou un gamin qui est dans une école de métier dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui fait de l'alternance et de l'apprentissage, eh bien, il ne faut pas exclure qu'un jour il aille faire un stage dans une grande école pour compléter sa formation. Il n'est pas absurde de penser que demain, tous les élèves de l'école polytechnique passeront par l'alternance et par l'apprentissage. Essayons d'inventer un monde dans lequel les passerelles existent, où les murs tombent, parce que c'est ce que construit la nouvelle génération, et ce qui permettra à la France de réussir beaucoup mieux qu'elle ne réussit aujourd'hui. Avant de repasser la parole à Corinne, est-ce que la classe politique pourrait pas porter un message, j'allais dire, extrêmement positif? Vous parliez des Fab Labs, finalement du coworking, de ces gens qui travaillent ensemble. Il y a une époque, au XVIe siècle, pardonnez-moi d'avoir ces repères historiques, mais finalement, les Médicis à Florence faisaient travailler ensemble des sculpteurs, des architectes et des Léonard de Vinci. C'était le coworking de l'époque. Et cette nouvelle renaissance a abouti à une explosion industrielle de croissance et d'emploi. Pourquoi est-ce que souvent, lorsqu'on parle, sans oublier évidemment l'industrie, qu'on parle du digital, la classe politique se tend un peu en ne sachant pas trop quoi dire à ceux qui voient leur emploi disparaître et ceux qui n'ont pas encore vu leur emploi apparaître? Or, on est dans une sorte de nouvelle renaissance économique. Moi, je partage le diagnostic, mais le rôle, justement, de la classe politique, c'est pas de faire le job à votre place. Vous êtes entrepreneur, je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne le suis pas. Et pour comprendre quelles étaient vos attentes, quelles étaient vos exigences légitimes, ben depuis 4 ans, je sillonne le pays, j'ai fait plus de 450 déplacements, j'ai rencontré des milliers de chefs d'entreprise. Mon projet n'a pas été fait par des énarques. Il a été fait par des entrepreneurs. Parce qu'il faut avoir l'humilité de savoir d'où on vient, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Donc je suis allé vous écouter pour vous apporter les réponses que vous attendez. Ensuite, sur la question du monde de demain, oui, il y a une vraie inquiétude sur le salariat. Mais moi, je vais vous dire, face à tous ceux qui disent demain, il n'y a plus de salariat, c'est l'ubérisation généralisée. Je ne crois pas à ce modèle de société. Et je pense qu'on doit continuer à se battre pour avoir une industrie forte, une agriculture forte et évidemment des services puissants. Et que toutes les mesures que je vous propose, notamment celles sur la fiscalité, celles sur les charges, celles sur la formation, celles sur les centres de formation des apprentis, visent à une seule chose, c'est qu'on puisse accompagner les salariés des entreprises industrielles
accompagner les industries et qu'elles puissent continuer à réussir demain. Tous ceux qui imaginent une France dans laquelle il n'y aurait plus d'industrie ou plus d'agriculture ne connaissent pas et n'aiment pas la France. Parce que la France, sans la Plastic Valley, dans laquelle j'étais il n'y a pas très longtemps près de Yonax, la France sans les usines de décolletage de la vallée de l'Arve, la France sans ses usines cosmétiques qui réussissent si bien, sans son aéronautique, sans son automobile, ça n'est plus la France. Donc nous devons nous battre pour que modernisation, révolution technologique se traduisent par des emplois toujours plus qualifiés, mais par le maintien de notre outil industriel et de notre outil agricole. Corinne, une question pour Bruno Le Maire. Rapide. Vous avez parlé tout à l'heure à nouveau d'un sujet qui nous importe, à ces associations, qui est le CICE. Vous avez expliqué que vous alliez en faire une baisse de charges pérennes. Aujourd'hui, si vous pouviez préciser, notamment, vous venez de parler de technologie à nouveau et d'emplois qualifiés surtout. Le CICE ne s'adresse pas à nos emplois qualifiés. Alors c'est un arbitrage que j'ai fait et que j'assume totalement. 2 arbitrages. Le premier, c'est de transformer le CICE en allègement de charges directes en élargissant le montant global de 20 milliards à 25 milliards. Parce que tout calcul fait en transformant le CICE en allègement de charges directes, on élargit la base fiscale de vos entreprises et vous risquez de perdre de l'argent si on ne fait qu'une transformation sèche du CICE en allègement de charges. Donc les 20 milliards, le CICE aujourd'hui, seront demain 25 milliards d'allègement de charges directes. Ensuite, est-ce qu'il faut passer au-delà des 2,5 SMIC? Moi, je me suis posé la question, parce que beaucoup d'industriels me l'ont dit, voyez, nos emplois sont de plus en plus technologiques, donc si vous voulez qu'on garde ces emplois technologiques, eh bien, il faut augmenter le seuil de 2,5 à 2,7, 2,8, 3 SMIC. Je n'ai pas retenu cette proposition, parce que je ne suis pas magicien et que je ne peux pas trouver de l'argent public partout. Et que quand je regarde le niveau de chômage, les salariés au-dessus de 2,5 SMIC, c'est-à-dire des salariés déjà bien qualifiés, il est de 5% en France. Or, mon objectif politique, je le redis, c'est un emploi pour tous. Donc j'ai décidé de concentrer ces allègements de charges, ces soutiens financiers, sur les salaires compris entre 0 et 2,5 SMIC. Croyez-moi bien que si j'avais pu aller au-delà, jusqu'à 2,8, 3 SMIC, je l'aurais fait. Mais c'est des milliards d'euros supplémentaires, avec un risque d'effet d'aubaine très important, parce qu'on va mettre de l'argent public sur des emplois qualifiés, sur lesquels le problème du chômage est moins important que sur les emplois non qualifiés. Je reviens au principe même de mon projet politique, de la justice, ça doit être juste, et en même temps de la fierté, parce qu'il y a de la fierté à appartenir à un pays qui a effectivement un outil industriel aussi puissant, aussi brillant, aussi technologique que le nôtre, et qui doit être reboosté pour rester au premier plan en Europe demain. Laurent, une dernière question, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis d'origine russe, donc j'ai mis une question dans ma question, et ça concerne le dialogue social. Et dans cette salle, vous n'avez que des managers, donc clairement, je dirais, vous convertissez les convertis. Nous, on adhère à l'idée qu'en prise directe avec nos salariés, on est mieux à même de répondre à leurs attentes et leurs questions que quelqu'un qu'on va substituer. Donc ma question est très simple. C'est, aujourd'hui, vous avez des syndicats qui ont construit un fonds de commerce absolument gigantesque pendant pratiquement 70 ans. Comment allez-vous faire pour substituer ces syndicalistes professionnels qui n'ont pas forcément la vertu de défendre les salariés par les salariés eux-mêmes, sans créer une fois de plus des troubles et des remous politiques? Je vais élargir encore la question, Laurent, dans la minute 33 qui me reste devant vous. On ne peut plus demander aucun changement aux Français si on ne commence pas par changer la classe politique et la classe syndicale. Et c'est un des éléments clés du projet que je porte. Je demande à la classe politique de changer. Ça rejoint la question d'Éric. Tu as cité Bonaparte et Napoléon. Moi, je n'oublie pas que le 4 août 1789, on a aboli les privilèges dans notre pays. Il faut aussi abolir les privilèges de la classe politique. Le cumul des mandats, le cumul dans le temps, la possibilité pour un haut fonctionnaire d'être élu sans démissionner de la fonction publique, ce sont des scandales. Je ne vois pas pourquoi on demande la transparence sur le casier judiciaire d'une personne qui se présente à un concours administratif pour devenir pompier, militaire ou enseignant, et qu'on ne demande pas un extrait de son casier judiciaire à un candidat à une élection locale ou nationale. Et bien, ça vaut pour les syndicats aussi. Je ne vois pas pourquoi on en reste au monopole syndical de 46. Au premier tour des élections professionnelles, tout salarié doit pouvoir se présenter sans aucune condition requise. Parce qu'on dit, ah ben, ça a déjà été fait. Ah ben, regardez dans le détail, non, c'est pas fait.
Parce que la réalité, c'est que si vous n'êtes pas membre d'une organisation syndicale représentative, il faut avoir créé 2 ans auparavant votre syndicat. Donc ça ferme toute possibilité pour un salarié de le faire. Je veux laisser à chaque entreprise la liberté de négocier son temps de travail et le seuil de déclenchement de ses heures supplémentaires. Moi, je crois à l'entreprise. Je crois au dialogue dans l'entreprise. Et je considère que l'immense majorité des salariés, avec leur chef d'entreprise, sont responsables et veulent tout simplement que ça tourne bien dans leur boîte. Eh bien, laissons-les tranquilles, foutons-leur la paix, et je suis sûr que ça marchera mieux. Jean-David, toute dernière question. Alors, toute petite question. Je suis le patron d'une multinationale dans la technologie multinationale américaine. On est dans un contexte post-Brexit. Je veux relocaliser mon siège social européen. Qu'est-ce que vous me dites pour que je le mette à Paris? Déjà, je vous dis que la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne. Et contrairement à certains concurrents à la primaire qui se prennent pour des premiers ministres britanniques et qui disent qu'il faut faire revoter les Britanniques à nouveau sur leur adhésion à l'Union européenne, moi, je dis que les Britanniques ont décidé de partir de l'Union européenne, et bien maintenant qu'ils partent de l'Union européenne, et le plus vite sera le mieux, que les choses soient claires et tranchées. Ensuite, je leur dis, mais regardez l'environnement fiscal. La taxe sur le capital, c'est devenu une des taxations les plus attractives d'Europe. 25%, taux unique, avec la stabilité fiscale inscrite dans la Constitution. Le marché du travail, il est devenu aussi souple, aussi fluide que le marché du travail allemand après les réformes de M. Schröder. L'innovation. Nous sommes redevenus un grand pays d'innovation, qui a inscrit le principe d'innovation dans sa constitution, qui vous fait bénéficier d'un crédit impôt recherche qui est un des plus favorables de tous les pays européens. Donc si vous avez 1 euro à investir, c'est pas en Allemagne, c'est pas en Italie, c'est pas en Espagne qu'il faut l'investir, c'est en France. Et je suis convaincu qu'avec ces mesures-là, avec ce projet de long terme... C'est après la mise en place d'un programme, hein, on est bien d'accord. Bien sûr. Hein, voilà, parce que vous Non, étiez mais totalement dans l'ironie depuis le début, et tout le ça monde va n'a être pas plus suivi. Compliqué. Voilà. Avant, ce sera un petit peu plus compliqué. Si vous expliquez que parce que François Hollande est président de la République, ça vaut le coup d'aller investir 1 euro en France, je pense que vous aurez un petit peu moins de succès. Mais je considère qu'avec le vrai changement que nous portons, avec ceux qui me soutiennent, parce que dans le fond, je vais vous dire ma conviction, le seul qui veut vraiment changer les choses de tous les candidats à la primaire qui vont défiler devant vous aujourd'hui, c'est le contrat présidentiel que je porte et c'est le sens de ma candidature. On ne continue pas comme avant en mettant des rustines et en disant voilà tout va très bien, pas la peine d'aller trop loin. Et on ne vous gaffe pas de slogans et de formules à l'emporte-pièce. On fixe un cap, on s'y tient, on respecte ses engagements et je peux vous garantir que le pays a suffisamment de talent pour que ça marche et qu'il redevienne la France, c'est-à-dire le pays le plus attractif, le plus séduisant, le plus fier de toutes les nations européennes. Merci Bruno Le Maire. Merci à tous. On se fixe un cap et un timing, on l'a à peu près respecté. Merci beaucoup, on fait une pause d'1 demi-heure et on se retrouve dans cette salle.